Donc, bonsoir, le président Ali et honorable député maire Ali Lo, vice-président à l'Assemblée nationale. Vous vous présentez à notre micro. Oui, bonsoir Moussa, donc maire de la commune de Taïba Ndiaye depuis 1990 et député, vice-président à l'Assemblée nationale. Mais d'ici là, président, qui est Ali Lo d'abord? Qui est Ali Lo? Ali Lo est ce fils de paysan qui est venu en politique par accident à la demande de ses parents, notamment mon faux-père Mordiamolo, qui a été le premier président de la communauté rurale de Taïba Ndiaye en 1972 et qui, frappé par l'âge, a dû cesser ses activités vers les années 80. À la demande des populations et au vu des divisions qui existaient au niveau du village, tous les notables, chefs du village et autres, ont fait une délégation avec le vieux El Hadji Ngalgou Ndiaye pour venir me demander de venir m'impliquer au plan politique pour prendre le relais et surtout faire l'union comme mon père l'avait réussi. Il s'est trouvé qu'étant un jeune cadre, assureur, diplômé de l'Institut international des assurances de Yaoundé, quand j'ai quitté donc, la nationale d'assurance en 1990, j'ai accepté de venir prendre les rênes de la communauté rurale pour véritablement apporter ma touche au développement local. Étant déjà étudiant et directeur de compagnie d'assurance, j'ai beaucoup contribué au plan financier, au plan social, à aider les populations. Le premier forage que Taïba Ndiaye a eu, c'est grâce à l'association des jeunes de Taïba Ndiaye que je dirigeais dans les années 66-70 qui a pu décrocher ce forage. Et donc, à partir de 1990, j'étais l'un des premiers cadres à avoir accepté un mandat local. Ce n'était pas évident parce qu'à l'époque, rares sont les cadres qui étaient au niveau du développement local. C'était plutôt la politique, les anciens politiciens. Et donc, à partir de 1990, je me suis dit qu'il fallait essayer d'organiser d'abord les présidents de communautés rurales en association, ce que les maires à l'époque ne souhaitaient pas, en disant, compte tenu du nombre 317 qu'on était, on risquait de partager les mêmes ressources qu'ils avaient au niveau des maires. Mais grâce à l'appui des autorités, notamment du ministre Madian Khadidien, de Ibrahim Famara Sagna, nous avons réussi quand même à mettre l'association en chantier en 1992. Le premier objectif de l'association, c'était de parler au nom de l'ensemble de ces PCR qui étaient absents partout. Apporter des réponses par rapport à la demande de ces communautés rurales en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières. L'essentiel des budgets dédiés aux communes, aux collectivités locales à l'époque, allait vers les communes. On s'est battu pour que le partage de façon progressive se fasse de façon plus équitable. Et Dieu merci, au bout de 20 ans, 25 ans, les communes recevaient autant que les communautés rurales. Alors qu'à l'époque, c'était à peine 10% qui étaient répartis aux communautés rurales. Nous portions également la voix de ces communautés rurales pour nous organiser avec les partenaires au développement, toutes les coopérations, la Banque mondiale, l'AFD, la coopération allemande. On avait la voix au chapitre. À l'occasion de nos assemblées générales, c'était des moments de plaidoyer pour que véritablement nous puissions considérer davantage les communes rurales en mettant en place des programmes importants d'infrastructures, construire les sièges des communautés rurales, et nous l'avons réussi parce qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des communautés rurales, c'est d'abord avec la Banque mondiale et ensuite l'État a pris le relais. Équiper les PCR en véhicules, tout neuf, avec chauffeur, pris en charge par l'association, l'entretien et l'assurance de ces véhicules, recruter des ASCOM, des assistants communautaires, bref, nous avons réussi à moderniser et à accompagner le développement local au niveau de ces communautés. Et au niveau de tous les programmes agricoles, environnement,
au niveau de la pêche, au niveau de l'élevage, l'association des paysans communautaires était représentée, bien représentée, pour que nous puissions véritablement défendre au mieux les intérêts de ces populations rurales qui représentaient plus de 60-65% des populations et qui recevaient à peine 10 à 15% des ressources de l'État. Voilà le cursus que nous avons et parallèlement, bien entendu, charité bien ordonnée commence par soi-même. Au niveau de ma commune de Taïba Ndiaye, mon premier objectif, c'était assurer l'alimentation en eau. C'est à peine. On y arrivera tout de suite. Mais d'ici là, de l'assurance maintenant à la politique un peu, et pas de paradoxe? Oui, apparemment, il y a un paradoxe, mais pour quelqu'un qui a choisi de servir sa localité, pour moi, véritablement, je n'ai aucun regret dans la mesure où je me sentais, quelles que soient les difficultés dans le pilotage, entièrement satisfait à l'intérieur de moi-même parce que je me sentais utile en apportant l'eau, l'électricité et l'eau et les pistes, et on y reviendra en termes de bilan. Alors, donc, la politique vous a servi quand même? Oui, bien sûr, bien sûr. Et j'ai servi la politique, tous les régimes qui se sont succédés depuis au moins Abdou Diouf en 90. Président Abdoulaye Wade, vous vous rappelez, en 2000, quand il a eu à reporter les élections, parce qu'il souhaitait absolument que je figure sur sa liste en 2002, alors que j'étais déjà inscrit sur la liste du Parti socialiste. Ce qui a amené d'ailleurs le report des dépôts de 48 heures pour me permettre de constituer un dossier et d'aller à l'Assemblée nationale, où j'ai occupé successivement les postes de président de la commission des lois, président de la commission des finances, vice-président à l'Assemblée nationale. Et avant cela, j'étais au Conseil économique et social où j'ai fait 2 mandats. Globalement, j'ai fait 4 mandats à l'Assemblée et 2 mandats au Conseil économique et social. Donc, et vous souhaitez un jour devenir ministre? Vous l'avez souhaité? Bon, en fait, ce n'était pas dans mes ambitions, parce que j'aurais pu l'être. Hein. J'avoue qu'à plusieurs reprises, il m'a été proposé. Mais la station que j'occupais en tant que président de la PCR, qui est devenue l'ANCR, nous avons créé l'UAL, qui regroupait l'ensemble des collectivités territoriales. Pour moi, je me sentais bien dans ma peau, au point que je n'ai jamais cherché. Et le président Macky Sall lui-même me disait une fois un jour, je me demande pourquoi à Lilo, jusqu'à présent, vous n'avez été pas ministre. Mais j'avoue que cela n'a jamais été dans mes ambitions. Et Dieu merci, je ne regrette pas du tout mon cursus d'élu local. Vous avez toujours aspiré au poste électif? J'ai toujours aspiré au poste électif en accompagnant l'État, parce que pour moi, mon parti, c'est le Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Art Sénégal, Alliance rurale pour l'émergence du Sénégal, pour accompagner l'État, accompagner les politiques publiques, parce que par nature, l'essentiel de ce que nous faisons, c'est avec l'État. Et tous les partisans constitués de maires, d'anciens PCR, d'acteurs de développement du monde rural, de chefs de village, on se retrouve parfaitement dans cette mouvance. C'est justement à travers cette mouvance qu'aujourd'hui, pour ce dernier mandat que j'ai en tant que maire, c'est avec Art Sénégal que j'ai battu campagne et que j'ai gagné sans aucune alliance chez moi. Alors, vous dites dernier mandat, on y reviendra. Alors, donc, quel est le parti qui vous a le plus marqué? Parce que vous avez, n'est-ce pas, cheminé avec le parti. Oui, j'ai cheminé avec le Parti socialiste, j'ai cheminé ensuite avec le Parti démocratique sénégalais et je garde encore un grand souvenir avec le président Abdoulaye Wade qui véritablement avait beaucoup apprécié mon action au niveau de ces associations. Et par la suite, quand je suis revenu en 2012 avec la deuxième alternance, bien qu'accompagnant le président Macky Sall, j'ai simplement préféré de rester dans la mouvance présidentielle, mais en gardant mon mouvement Alliance rurale qui est devenue Alliance républicaine pour l'émergence du Sénégal. Alors, quelle est un peu sa posture, l'Alliance, cette alliance-là? Ah oui, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de maires qui ont gagné chez eux en allant, en portant
un peu les couleurs de cette alliance, qui pour l'essentiel a choisi d'accompagner le camp présidentiel. Et comme vous le savez, la plupart dans les régions, il y a beaucoup de tendances, beaucoup de frustrés. Au lieu de les laisser aller militer dans l'opposition, nous les avons récupérés au niveau de l'Alliance. Et je pense qu'on avait au moins 6 maires qui ont gagné chez eux à travers notre alliance. Et aux prochaines élections, nous sommes en train de réfléchir. Mais dans tous les cas, même si nous restons avec la mouvance présidentielle, rien n'exclut que nous puissions véritablement continuer cette épreuve. Alors, comment avez-vous apprécié un peu les retrouvailles entre Macky Sall et le président Abdoulaye Wade? Oui, j'ai applaudi des 2 mains parce que je pense que le président Wade a tout donné au président Macky Sall, qu'aujourd'hui que le président Macky Sall accepte la main tendue et surtout l'intervention du Khalife général Serigne Mourtada Mbacké. Prions que ce premier contact puisse être suivi d'effets positifs. Le Sénégal en a besoin pour la paix des esprits et des cœurs. Et je pense que véritablement, au-delà de cet aspect protocolaire, il y a certainement des accords internes qui devront être noués pour que véritablement ces retrouvailles puissent servir au mieux le Sénégal. Alors, quelqu'un disait que la politique, il y a 3 P. Il y a, n'est-ce pas, la présidence, il y a le prestige et il y a aussi la prison. Khalifa Sall qui aspirait, n'est-ce pas, à devenir un jour le président de ce pays, finalement, il s'est retrouvé en prison. Et de même que Karim Wade, et tous ces gens sont aujourd'hui... Oui, mais le président Abdoulaye Wade, avant d'être président, il a été en prison. Combien de fois? Je pense que cela va avec. Oui. Et Khalifa est sorti de prison. Oui. J'ai entendu un journaliste dire qu'aujourd'hui, l'aura qu'a Khalifa Sall, l'aura qu'a Karim Wade, c'est certainement grâce à leur passage en prison. Oui. Donc, tout malheur, je pense qu'il faut malheur est bon et remercier le bon Dieu. Dieu seul sait quel est le destin qui est réservé à ces hommes. Alors aujourd'hui, les collectivités locales sont reportées, n'est-ce pas, à une date ultérieure. Je peux l'appeler comme ça. Oui. Bon, et quelle est un peu votre lecture de cette situation? Oui, je pense que le fait de lancer le dialogue national pour que le pouvoir et l'opposition discutent des programmes de fond pour que nous recherchions au maximum le consensus autour des points clés, notamment le processus électoral, le fichier électoral, pour que demain, les élections qui seront organisées ne seront pas du tout contestées. Je pense que si le report doit aboutir à un consensus, cela vaut la peine. Et tel que c'était parti, si les élections étaient maintenues au mois de juillet, au mois de décembre, rien ne garantissait que les contestations n'allaient pas suivre après les élections. Donc je pense que j'ai entendu des personnes dire oui, les collectivités sont dans l'illégalité. Ce n'est pas la première fois. On a eu à reporter et des élections locales et des élections législatives, tout ça dans le sens de bien les préparer pour que nous puissions enfin arriver à un consensus sur le code électoral. Et vous ne trouvez pas que cela est une erreur que les gens disent que bon, les collectivités sont dans l'illégalité parce que oui, mais... la loi qui a prorogé aujourd'hui, en tout cas, on a le privilège et il y en a le droit également. Ah oui, mais absolument, absolument. Je pense que si les raisons sont fondées, comme je viens de vous dire, c'est dans le sens de trouver un consensus pour qu'il n'y ait pas de contestations post-électorales. Cela vaut le coup. Ça ne sert à rien d'aller à des élections uniquement pour respecter un calendrier, alors qu'après, on ne sait pas ce qui va arriver. Je pense que ce report, à mon sens, nous permet aux différents acteurs, opposition comme pouvoir, de se retrouver avec la société civile et que nous puissions arriver à un code consensuel tel que ça a été le cas, je crois, en 92. Alors, sans paix,
aucun développement n'est possible. Sans paix, aucun développement n'est possible. Alors aujourd'hui, il y a, n'est-ce pas, le problème du pétrole qui occupe en tout cas le devant de l'actualité. Alors, dans les salons, dans les cours, dans les basses-cours, alors dans les grandes places, partout, alors on ne parle que du pétrole. Oui, ça, il faut rendre grâce à Dieu que le bon Dieu nous ait vraiment gratifié de ces ressources naturelles, du gaz et du pétrole. Maintenant, faisons tout pour éviter la malédiction du pétrole. Je vois mal comment le pétrole qui n'est pas encore sorti fasse l'objet d'autant de polémiques en ce qui concerne le partage du gâteau. Je pense que les bailleurs de fonds, ceux qui devraient demain vont exploiter, je les vois mal mettre des milliards là où aucune goutte de pétrole n'est encore sortie. Je pense que c'est aller trop vite en besogne. Il faudrait que nous ayons encore à cœur de discuter. Nous avons voté récemment au niveau de l'Assemblée nationale des réformes importantes sur le code pétrolier, sur le contenu local, pour que le Sénégal puisse tirer profit au maximum de ses ressources naturelles. Je pense que le Sénégal n'a pas les moyens. Le Sénégal est obligé, à l'instar de tous les pays, de tendre les mains à ces grands groupes pétroliers qui ont l'expérience, qui ont les moyens et qui, sans eux, aucune exploitation n'est possible. Maintenant, il faut sauvegarder au mieux l'intérêt du Sénégal. Alors, le vendredi prochain, vous serez en session et parmi les dossiers, en tout cas les plus brûlants ou les plus saillants, ou en tout cas qui occuperont le devant de la scène, il y a bel et bien les 94 milliards, n'est-ce pas, dont Sonko accuse en tout cas... bon, avant cela, il y a un dossier important qui me paraît le plus important, oui. C'est la modification du règlement intérieur de l'Assemblée. Vous savez que notre constitution a été modifiée, le poste de Premier ministre a été supprimé, et cela a des incidences par rapport au code, par rapport à notre règlement intérieur. Donc, il faut faire un nettoyage de manière à l'adapter par rapport à ce nouveau contexte. Effectivement, une commission d'enquête a été instituée. Cette commission a fait son travail. Elle doit restituer le fruit de son travail. Nous n'avons pas encore reçu le rapport. C'est le vendredi que ce rapport va être discuté. J'ai entendu, bien entendu, les gens crier partout, alors que si les députés n'ont pas le contenu de ce rapport, je vois mal comment ceux-là qui crient ont pu l'avoir. En tout cas, à mon sens, et le rôle de l'Assemblée, ce n'est pas de condamner ou de mettre en prison qui que ce soit. Nous allons, sur la base des enquêtes, écouter les auditions, tous ceux qui étaient intéressés et qui ont accepté de répondre à l'interpellation de la commission ad hoc, de nous faire l'économie, de nous faire la présentation, le fruit de leur travail, et l'Assemblée nationale va apprécier. Mais à ce jour, en tout cas à ma connaissance, le rapport n'est pas encore disponible au niveau des députés. Alors, qu'on soit juriste, oui ou non, mais tous ceux qui ont une lecture claire de l'actuelle Constitution savent que le président Macky Sall, en tout cas, il est au premier mandat au regard de la Constitution actuelle. Vous savez, le droit, on peut l'interpréter comme on veut. Ouais. Certains juristes, spécialistes même de Constitution, vous disent, oui, il est bien dit dans la Constitution, c'est 2 mandats consécutifs. D'autres constitutionnalistes vous disent, non, c'est le premier mandat de 5 ans. L'autre était de 7 ans. Donc, cela peut s'interpréter comme on le veut, ou selon le bord où on se situe. Ouais. Mais je pense pour l'heure, on s'en tient à ce que le président Macky Sall a dit, et il n'a pas dit autre chose. Ouais. Le temps, on verra, on a le temps d'apprécier, mais je pense que pour l'heure, on s'en tient qu'il est à son 2e mandat. Donc, monsieur l'honorable député Alilo, vous êtes le député maire de Taïwan et premier député maire, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et je crois que vous avez été également premier député, n'est-ce pas, de la communauté rurale de Taïwan toujours. Tout à fait. Donc, de la communauté rurale, on est devenu commune. Je disais dans un papier qu'il y a 3 dates importantes qui marquent en tout cas notre découpage administratif. C'est bien en tout cas à l'année 1972, 1996 et 2014.
alors qui, n'est-ce pas, procède au découpage intégral du pays et à la communalisation intégrale. Bon, à la faveur de tout ça, vous êtes devenu député président de la communauté rurale et vous êtes aujourd'hui député maire. Alors, j'en ai déjà parlé avec quelqu'un, mais je souhaiterais qu'en tant que président, en tant que maire de la commune de Taïba Ndiaye, présentez-moi un tout petit peu la carte d'identité et si possible un peu la monographie de Taïba. Alors, Taïba Ndiaye est un village, enfin, est une commune rurale, pas très grande hein, par rapport aux autres communes, qui s'étend sur un rayon de moins de 10 km. Et le chef-lieu, c'est Taïba Ndiaye, qui, en faveur d'un découpage récent, a perdu 2 villages. Avant, on était 39 villages. Aujourd'hui, nous sommes à 37 villages et situés à 10 km, enfin à mi-chemin, entre Mboro et Tivaouane, contigus aux communes de Darou Khoudoss, Notto Gaïdiawa, Tivaouane et un peu même Cherif Lo. Donc, au plan géographique, voilà un peu le contexte. Sa population tourne autour de 25 000 habitants. Et donc, comme je vous l'ai dit, je suis maire depuis 1990. Je suis à mon 6e mandat. Et en termes de bilan, on y reviendra. Vous avez été sur le terrain. Vous avez vu ce que nous avons réalisé. Et ce sera avec plaisir que nous répondrez à ces questions. Alors, donc, il y a l'histoire générale du Sénégal aujourd'hui qui occupe un peu aussi le devant de la scène. Alors, il y a partout des contestations, n'est-ce pas? Le professeur Ibadan Cham aurait dû certainement un peu rater le coche, mais ça n'engage que moi. Mais aujourd'hui, à Taïba Ndiaye, quelle est un peu l'histoire de Vous savez, Taïba Ndiaye a été fondé par les familles ndiayennes qui sont venues du Jolof et qui ont créé en fait Taïba Ndiaye, qui a une origine lébou. Toutes les grandes familles, Yoff, Ngor, Wakam, Ndiaye, Samb et Feu Mbaye Diagne, leurs origines, c'est Taïba Ndiaye. Qui connaît Mbaye Diagne, qui connaît Matar Mamoun Ndiaye, ces grands dignitaires sont originaires de Taïba Ndiaye. Et aujourd'hui, dans ces quartiers de Dakar, dans ces quartiers traditionnels de Dakar, pour l'essentiel, les parents sont venus de Taïba Ndiaye, ils ont suivi la côte pour venir s'installer à Dakar. Donc c'est un village constitué de parents lébou à l'origine, mais également de familles, les Tchambènes, les Loyens, de familles qui avaient à cœur de créer des daras. Vous savez, partout il y a des names. Et nous, chez nous en particulier, c'est véritablement reconnu que soit à Tivaouane, que soit à Taïba Ndiaye ou même dans les autres villages, partout où vous allez dans ces villages, vous trouvez des daras qui ont été fondés par ses grands-pères. Et vous avez beaucoup de Taïba. Il y a Taïba Ndiaye, il y a Taïba Sani, il y a Taïba Khab, il y a Taïba Mbaye. Et tous, c'est des parents qui ont préféré quitter le village central pour aller s'installer à 2 ou 3 kilomètres et qui constitue en fait la grande famille de Taïba. C'est dit donc que c'est une commune très homogène, contrairement à d'autres. Si vous prenez le cas de Mboro, l'essentiel des populations sont venues parce qu'il y a les ICS, parce qu'il y a GCO, mais pour le cas de Taïba Ndiaye, presque tout le monde est parent. C'est le cosmopolis. Voilà, c'est le cosmopolis. Mais Taïba Ndiaye, tout le monde est parent. Et vous avez une dizaine de quartiers, mais tous les quartiers, c'est de père en fils. Beaucoup de cadres également. Ah oui, parce que l'école de Taïba Ndiaye est créée depuis 1949. C'est donc l'un des villages qui a eu très tôt, qui a compris très tôt qu'il fallait très tôt former les jeunes. Et aujourd'hui, nous avons un lycée, nous avons 2 CM et des écoles primaires et des daras dans l'ensemble des villages de la commune. Alors, donc,
l'histoire générale du Sénégal, vous vous retrouvez bien là-dedans. On se retrouve parfaitement. J'ai bien entendu toutes les attaques, avec tout le respect que je dois au professeur Iba Der Thiam. Je suis persuadé qu'en écrivant cette histoire, il avait l'intention de bien faire. Parce que c'est un historien qui a consacré toute sa vie à faire des recherches. Maintenant, nul n'est infaillible et je pense que lui-même ayant reconnu ses erreurs, il faudrait que nous fassions preuve de tolérance pour accepter ses excuses et l'inviter à faire les corrections nécessaires. Voilà. Donc, honorable député Ali Lo, vous êtes député maire de Taïba Ndiaye. Comme vous le savez, les collectivités territoriales, il y a 9 compétences qui sont transférées. Et parmi ces 9 compétences, il y a 3 compétences phares. C'est la santé, il faut d'abord pour tout être humain, et l'éducation, n'est-ce pas, et l'environnement. Oui. Alors, aujourd'hui, à Taïba Ndiaye, qu'est-ce que le député maire Ali Lo peut pointer du doigt que voilà ce que vous savez, pour nous, toutes les compétences sont importantes. Est-ce que les moyens ont suivi également? Alors, vous savez, au regard des maires, quand une compétence est transférée sans ressources financières, c'est comme s'il n'y avait pas de transfert de compétences. Mais aujourd'hui, le maire s'intéresse à l'agriculture, même si c'est une compétence qui n'est pas transférée. Le maire, naturellement, s'intéresse au sport, qui est une compétence transférée. Très peu de ressources sont transférées, mais il n'y a pas un seul maire qui ne consacre pas de ressources supplémentaires pour venir en soutien aux jeunes. L'enseignement supérieur n'est pas une compétence transférée, mais nous ne pouvons pas former nos jeunes, les envoyer à l'université et ne pas les assister. Donc, nous allons au-delà même des compétences transférées en dépit des moyens insuffisants que nous avons. Maintenant, Taïba Ndiaye, on ne se plaint pas, parce que nous avons compris très tôt que l'une des missions du maire, c'est aussi de vendre sa ville pour attirer des investisseurs et demain se faire des recettes. Vous avez visité Taïba Ndiaye, il y a au moins 2 grands chantiers qui sont en train de se dérouler. C'est Tobin Power, c'est le parc éolien de Taïba Ndiaye. Pour ces 2 investissements, c'est plus de 250 milliards qui sont en train d'être investis. Et ces ressources, ces sociétés, le pacte que nous avons signé, c'est qu'elles ne soient pas exonérées de taxes. Donc ces sociétés vont contribuer en payant leurs taxes, qui était la patente. Aujourd'hui, c'est la contribution économique locale. Nous pensons que la récupération de ces taxes devra nous permettre véritablement de doubler notre budget pour répondre davantage aux préoccupations des populations. Et même demain, créer des emplois, notamment dans le monde rural. Si Dieu le veut, nous voulons créer des forages, au moins dans les villages centres, pour amener les populations à travailler pendant l'hivernage, mais au-delà de l'hivernage, dans la mesure où l'eau sera disponible, qu'ils puissent également faire du maraîchage. Je pense que notre objectif est très clair à ce niveau. Dieu merci, ça a mis du temps. Les gens sont impatients, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Et ces sociétés dont je vous ai parlé emploient aujourd'hui près de 300 personnes. Récemment, vous avez entendu la marche des jeunes qui, impatients, et je les comprends, parce que la convention que nous avons signée avec le parc éolien, avec Vestas, c'est que tous les emplois non qualifiés doivent être localisés, mais même les emplois qualifiés, il faut rechercher au maximum dans la banque de données qui a été créée pour voir que ces compétences n'existent pas avant de recourir au recrutement extérieur. Et pour ça, nous sommes tout à fait en phase avec les jeunes qui véritablement ont manifesté il y a une dizaine de jours parce que la convention que nous avons signée n'est pas respectée. Et nous avons attiré l'attention du parc éolien, du directeur général Cissé, qui est très compréhensif pour que pareille chose ne se répète pas et que si c'est possible, de rectifier pour qu'ils puissent utiliser la banque de données, qu'ils puissent former des jeunes. Tout à l'heure, j'avais rendez-vous avec le ministre de la formation professionnelle.
nous allons mettre en place un centre de formation professionnelle pour que les techniciens dont ces sociétés ont besoin, que nous puissions les produire. Et c'est cela notre objectif. Et si je reste encore maire, c'est véritablement pour terminer ce dernier chantier que j'ai déjà entamé. Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, avec Tomelpa et le la parc station éolienne de Taïba Ndiaye, est-ce qu'on peut dire que la commune a la clé du nucléaire entre ses mains à Taïba Ndiaye? Bon, en tout cas, ces entreprises viennent au moment où presque nous avons fait 100% en électricité. En termes de bilan, nous sommes l'une des rares communes à avoir réalisé 100% en eau, 100% en piste de désenclavement. Ça, je ne connais pas une seule commune qui ait plus de 35 villages et qui soit entièrement désenclavé. Et dans 2 mois, nous pensons arriver à 100%. Il nous reste 4 villages et les 3 sont en train d'être électrifiés. Donc je pense que nous allons arriver à 100% dans ces 3 domaines, eau, électricité et désenclavement. Je pense que c'est un bilan sur lequel nous pouvons valablement convaincre nos populations que ce bilan est positif et sera apprécié positivement par les populations de la commune. Et au niveau de l'éducation également et de la santé, on ne se plaint pas? Oui, bien sûr. Bon, il y a toujours à faire, hein, mais pour le lycée, c'est les fonds de la commune. Nous avions négocié avec la coopération française il y a une quinzaine d'années. On avait un financement de 150 millions pour construire un hôpital. Mais la carte sanitaire était telle que les conditions n'étaient pas remplies parce qu'on était à 10 km de l'hôpital de Tivaouane, 10 km de Mboro. Et ce fonds, nous l'avons utilisé pour construire le lycée de Taïba Ndiaye. Nous avons 2 CM aujourd'hui et un 3e qui pointe à l'horizon pour vous dire qu'en termes de maillage, Taïba Ndiaye est certainement l'une des communes les plus pourvues. Rares sont les salles de classe qui dépassent 50-60 personnes, alors que par ailleurs, vous avez des salles de classe qui arrivent à presque 80 ou 100 personnes. En termes d'équipement, chaque année, nous doublons presque le montant des fournitures dévolues aux élèves. La commune prend en charge l'électrification de ces écoles et même chose pour la santé. Nous avons... Et c'est l'addiction d'eau? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, 100% addiction d'eau, ça c'est depuis 4 ou 5 ans. Et Dieu merci, je pense que vraiment en termes de bilan, nous n'avons rien à envier à quelque commune que ce soit. Aujourd'hui, pour donner un exemple, en termes d'éclairage public, la commune de Taïba Ndiaye est en 5e position après Dakar, Thiès, Mbour et Touba. C'est la commune de Taïba Ndiaye qui est la plus éclairée et qui consomme le plus en éclairage public. Nous dépassons même des départements entiers en termes d'éclairage, pour vous dire que véritablement, nous souhaitons que l'État continue à prendre en charge, parce que véritablement, la dernière facture remontait à presque 1 milliard, rien que pour la commune, en termes d'éclairage public. Donc ça nous permet d'enjamber un peu sur la sécurité. Plus il y a l'éclairage, plus... Alors, nous sommes Taïba grandi et aujourd'hui, nous sommes en train de négocier. Je remercie le général Niang qui avait initié le projet pour qu'on ait un poste de gendarmerie. Parce qu'en raison de l'importance des valeurs qui sont investies au niveau de ces sociétés, je pense qu'aujourd'hui, il est urgent que nous puissions disposer d'un poste de gendarmerie et même peut-être d'une brigade en ce qui concerne les sapeurs-pompiers, pour véritablement, vous savez, moi-même je suis assureur de formation et la sécurité est notre matière première. Nous pensons qu'il est important et à partir de 2020, Inch'Allah, nous aurons un poste de gendarmerie. Alors, quel est l'accord que vous avez trouvé un peu avec le conseil départemental pour la gestion du lycée? Alors, vous savez, le conseil départemental qui a un peu le ressort, qui a la compétence, malheureusement, n'a pas les moyens. Ce que nous mettons, nous, en tant que commune, au niveau du lycée et des CM, est supérieur à ce que le met le conseil départemental. La réforme à laquelle je pense, c'est que chaque commune soit compétente
par rapport aux établissements scolaires qui sont en son sein. Parce que le conseil départemental, aucun conseil départemental aujourd'hui n'a les moyens de rayonner sur tout un département. Je pense qu'aujourd'hui, nous prenons Tivaouane, le conseil départemental de Tivaouane se suffit largement du lycée de Tivaouane et des CM de la commune de Tivaouane. Il faudrait que dans la future réforme, que chaque commune prenne en charge les établissements secondaires, la carte scolaire de son ressortissant. Ouais. Et ainsi que la carte sanitaire aussi. Absolument, la même chose, parce que le département n'a pas les moyens, dans le cadre de la réforme, pour répondre véritablement. Et vous savez, de plus en plus, avant vous aviez un seul lycée qui était au niveau du département. Aujourd'hui, chaque commune veut avoir son lycée, veut avoir ses CM, et malheureusement, les moyens ne suivent pas. Et il y a même Taïwanbaï qui réclame son lycée. Hein? Mais tous les villages centres, aujourd'hui, Ndomor est en train d'ériger son CM, son école en lycée. Oui, enfin un lycée où il y a Tchalé également. La demande est faite et dans le circuit, les 8 villages ils sont déjà pourvus. Donc, progressivement, les distances, bien que les distances ne sont pas longues, ils veulent que les enfants restent dans leur village et terminent leur cursus jusqu'au bac. Et je me rappelle, nous, dans les années 60, quand on était à Taïwandia et qu'on devait aller à Tivaouane ou à Mboro, c'était des problèmes de logement. Certains élèves ont abandonné leurs études parce qu'ils n'avaient pas les possibilités de se loger à Tivaouane ou à Mboro. Et aujourd'hui, je pense, le phénomène consiste à faire que dans chaque village centre, qu'il y ait un dispositif véritablement où les élèves pourront aller en classe jusqu'en troisième ou parfois jusqu'au bac. Donc les jeunes aussi, ils ont le bas du gâteau avec le siège du conseil communal de la jeunesse et tout ça. Ah oui, nous avons construit le conseil, un bâtiment équipé pour le conseil de la jeunesse. Vous avez visité le stade. Nous avons pu obtenir de l'AGETIP. Inch'Allah, l'année prochaine, il y aura les gradins. Et la commune envisage même de mettre la lumière, les lanternes, pour dire que les tribunes, oui, le marché est déjà bouclé. Et je pense qu'en 2020, nous aurons un vrai stade qui sera fonctionnel et pour apporter une réponse par rapport à la demande. Il y a une vingtaine de villages, une vingtaine d'ASC qui compétissent aujourd'hui au niveau de la zone de Taïwandia. On a vu les marchés, on a vu les groupements féminins également. Alors, vous avez vu les groupements féminins, vous avez rencontré la mutuelle que nous avons créée il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, la mutuelle, son chiffre d'affaires frise le milliard. Et c'est surtout les femmes qui sont bénéficiaires de ces financements. Ils ont un taux de remboursement de plus de 90%. Je pense que là également, nous encourageons véritablement ces initiatives. Et Inch'Allah, dans les prochains mois, nous pensons accompagner davantage les femmes et les jeunes pour l'octroi de crédit. Alors, que prévoyez-vous maintenant pour le troisième âge? Alors, le troisième âge également, je les ai rencontrés. Déjà, il y a les imams qui sont organisés en association et qui perçoivent une subvention de la commune. Il y a les chefs de village, il y a l'association des handicapés et les anciens, le troisième âge, ils vont s'organiser en association et la commune va trouver les voies et moyens également de les accompagner. Et la mobilisation des DARA aussi? Les DARA également. Nous avons chaque année une dotation spéciale à côté de l'école primaire, à côté du lycée et des CM. Nous avons chaque année une dotation à 3 millions que nous réservons pour les DARA. Et je sais qu'il y en a. Chaque village aujourd'hui, il y a 1, 2, 3 DARA et qui produisent également d'excellents résultats. Nous savons que partout, l'impôt catégorie, en tout cas, est le casse-tête chinois, n'est-ce pas, c'est le maillon faible. C'est le maillon faible. Avant, nous avions la taxe rurale, aujourd'hui remplacée par l'impôt 4e catégorie. Mais j'avoue que ce que nous dépensons pour le recouvrement, vraiment, est supérieur à... Donc, cet impôt n'est pas rentable. C'est la raison pour laquelle, depuis quelques années,
Cette année, quand même, à partir de 2020, nous allons créer la commission de fiscalité locale pour que vraiment les entreprises, les petites entreprises, les marchés, le commerce florissant de la commune puissent quand même contribuer à payer des taxes. Et la coopération décentralisée, en tout cas, elle est importante pour aider, pour appuyer un peu l'effort de Oui, vous savez, en tant que président de l'association, j'ai aidé beaucoup de maires à avoir des partenaires. Mais j'ai toujours choisi de ne pas me servir en premier lieu. On a eu quelques partenariats qui sont venus aider au niveau des lycées, donner du matériel. Je rentre d'une mission il y a à peine 2 mois des États-Unis et nous allons recevoir l'association des maires noirs. Plus de 3000 maires qui veulent faire un retour aux sources, qui viennent avec des entrepreneurs noirs américains pour véritablement visiter le Sénégal, visiter l'Afrique. Ils ont à cœur d'investir en Afrique et nouer des partenariats. Je pense que c'est une opportunité extraordinaire. Ce matin, j'ai eu à rencontrer le ministre Omar Gueye, en charge des collectivités territoriales, qui est enchanté de recevoir cette délégation et nous pensons qu'il s'agit là d'une piste extrêmement importante parce que ces Noirs américains vont venir en Afrique, ils vont d'abord passer à Dakar, aller faire pèlerinage à Gorée et continuer sur le Kenya, sur le Ghana et sur l'Afrique du Sud. Et chaque année, ils vont faire ce périple-là. Je pense qu'il y aura des retombées extraordinaires pour le Sénégal et il faut véritablement s'en féliciter. Alors, quand on pense à l'environnement, tout de suite, toutes les pensées convergent également vers la collecte des ordures ménagères, n'est-ce pas? Alors, pensez-vous également à une structure pour la transformation? Est-ce que la collecte, c'est un peu facile? Vous savez, en parlant d'environnement, je vous ai dit tout à l'heure que la commune de Taïba Ndiaye n'est pas très grande et en dépit de cette surface très réduite, il y a que les entreprises ont pris une bonne partie des terres. C'est d'abord, le parc éolien, c'est 40 hectares, mais c'est les ICS, c'est GCO, qui a presque sur 80 km une affectation de terre. Alors, nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de faire que le peu de terre qui nous reste, que nous puissions rentabiliser ces terres et amener les populations véritablement à avoir des techniques modernes en ce qui concerne l'agriculture, l'élevage et la pêche, dans la mesure où une bonne partie de ces terres nous a échappé, que nous puissions trouver d'autres alternatives pour le rendement. Le président de la République récemment également a lancé un appel. Cet appel va être réitéré le 10 prochain parce qu'il va recevoir l'ensemble des maires du Sénégal et je suis persuadé que dans le discours qu'il va faire, ce sera encore un appel pour que nous puissions nous investir pour avoir des villes propres, des villes désencombrées, des villes où le cadre de vie est bien apprécié, parce que si nous voulons vendre le Sénégal, je pense qu'il y a un minimum pour rendre le cadre de vie accueillant. Et de ce point de vue-là, les communes, en particulier les grandes communes, Dakar et autres, nous devons nous impliquer de manière à pouvoir véritablement rendre cette ville propre. Il y a l'UCG aujourd'hui qui fait un excellent travail, qui pendant très longtemps se limitait à Dakar, mais qui est en train de se déployer dans les communes les plus reculées. Et il faut saluer ces actions et souhaiter que ces moyens soient augmentés de manière à pouvoir accompagner davantage les mairies. Est-ce que les services de l'UCG sont réguliers? Oui, en tout cas chez nous, il y a un passage au moins en moyenne de 1 à 2 fois par mois. Et ça nous permet véritablement de nous débarrasser de ces ordures et je crois que cela est salutaire. Alors, Président, qu'est-ce qu'il reste à dire concrètement, n'est-ce pas, pour la promotion de la santé à Taïba Ndiaye, je pense que notre challenge aujourd'hui, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la création des emplois. Comment faire pour apaiser l'inquiétude des jeunes qui, après leur formation, ne trouvent pas emploi. Aujourd'hui, je pense qu'il ne sera pas possible de trouver un emploi salarié
à tout un chacun, mais que nous puissions créer les conditions véritablement de les amener eux-mêmes à être des créateurs d'emplois. La DER est passée, la mutuelle d'épargne et de crédit est en train de faire un effort, mais je pense que c'est encore insuffisant. La commune doit s'investir davantage pour trouver des créneaux. Et je vous ai dit le souhait que nous avons chaque année de mettre 1 à 2 forages destinés exclusivement à l'agriculture. Et en cela, même nos partenaires comme le parc éolien, ils vont s'investir à cela. Ils ont recensé les personnes impactées par le projet et ils vont démontrer, ils vont faire un champ de démonstration pour permettre à tout un chacun de voir que si les conditions sont réunies, on peut arriver à des rendements extraordinaires et cela de nature à les retenir. Nous avons à côté les ICS où il y a un potentiel extraordinaire. Le problème c'est l'eau. Il faut aller chercher l'eau en profondeur de manière à ce que là également, parce que la terre est très fertile, parce que vous avez le phosphate mélangé au sable qui produit des rendements extraordinaires, jusqu'à 10 tonnes à l'hectare. Et je pense que donc ce potentiel, si nous... Il y a l'arboriculture aussi qui est... Il y a l'arboriculture que nous devons développer. Je pense que vraiment le potentiel est là et il est rare de voir des jeunes de la localité prendre le chemin de l'Europe. Parce que pour ceux qui veulent travailler, il y a véritablement un potentiel. Même les étudiants, il y en a pendant les vacances qui vont travailler pendant 3 mois, gagner 3 ou 4 millions et vivre décemment pendant le reste de l'année scolaire. Alors, êtes-vous candidat à la commune encore? Bon, ça, bon, ne sachant pas quand ce sera les élections, en tout cas, j'ai des chantiers qui ne sont pas terminés et il appartiendra aux populations au moment opportun d'en décider et de faire le choix. En tout cas, personnellement, je pense que j'ai fait ce que je devais faire. 30 ans, 6 mandats électifs, je pense qu'il ne faut quand même pas avancer à... Je vous ai entendu dire ce dernier mandat. Oui, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Si j'arrive à trouver véritablement un relais capable d'assurer la relève, pourquoi pas? Parce que dans tous les cas, je n'abandonnerai pas la commune. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont intéressés, mais ce n'est pas entre des mains inexpertes que nous allons laisser le travail que nous avons accompli depuis 30 ans. Donc nous sommes en train de réfléchir et les populations, au moment opportun, vont décider. Et de temps en temps, vous manquez à votre famille, vu vos nombreux déplacements. Ah oui, mais ça aussi c'est vrai. Ça c'est vrai. Bon, j'y allais toutes les semaines, régulièrement. Maintenant, je commence quand même à prendre de l'âge. Et malheureusement, je ne peux pas être tout le temps présent. Mais je pense que les populations comprendront, compte tenu de mes charges, de mes responsabilités, au niveau national, au niveau international. Mais toutes les démarches que je fais, j'ai à cœur de servir, de bien servir ma communauté. Alors, est-ce qu'il y a une question qui vous paraît très importante que certainement j'ai oublié de vous demander, pour ne pas dire le mot de la fin? Bon, je pense que, en tout cas, je vous remercie. J'ai encore en mémoire les journées que nous avons passées ensemble, il y a plus de 20 ans, les émissions auxquelles j'ai participé, à Radio Dunia, au Pendium Bakiat Samukat, où j'étais régulièrement invité. C'était au moment où on lançait notre association. Presque tous les 2 mois, j'étais avec vous. Et vous avez été à Taïba la semaine dernière. Vous avez vu, vous y étiez il y a 20 ans. Aujourd'hui, il est difficile de trouver une maison qui n'est pas construite en dur. Il est rare de voir une commune de plus de 30 villages où vous aurez du mal à trouver une case en paille. Et ça, je pense que c'est le fruit du travail. Et pour nous, nous sommes sur le chemin de l'émergence et nous pensons que le programme Sénégal émergent, l'appel que nous lançons au maire, que nous lançons au président de la République, c'est de dire que si toutes les communes émergent, le Sénégal va émerger. Et le Taïba Ndiaye est sur le chemin de l'émergence. Et nous n'attendrons pas 2035, mais je pense dans 5 ans, dans 10 ans, nous serons sur l'émergence. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir accepté de me confier vos mémoires et discuter avec moi en long et en large. Merci. En tout cas, sur l'avenir de votre belle commune que j'ai eu à visiter. Merci bien. En long et en large, et j'ai été très élevé. Merci, vous serez toujours le bienvenu, vous serez chez vous et
Merci beaucoup encore. Et je disais à vos collaborateurs qu'il faut qu'on trouve un lopin de terre là pour récupérer. Inch'Allah, il n'y a aucun problème. Vous serez les bienvenus et c'est la moindre des choses. Merci, monsieur le Président. Merci beaucoup. N'est-ce pas, cet entretien